Prenons pour la dernière table ronde de la journée, avant la reprise et la conclusion que nous fera tout à l'heure Daniel Dérouville. Mais pour l'instant, nous allons passer à encore une autre dimension de la transmission, qui est celle du récit de vie, en mettant au cœur quelque chose que nous avons entendu déjà depuis ce matin, la parole du patient aussi, sur sa propre vie. Qu'est-ce que le patient lui-même transmet? Alors nous allons entendre Lucille de Fraguet, qui est bénévole à l'association Accompagner ici maintenant, à la Maison médicale Jeanne Garnier, Sophie Cavalier, qui est assistante sociale à la Maison médicale, et puis ensuite Valéria Milewski, qui fait ce beau métier de biographe hospitalière. À vous la parole. Merci. Il y a 1 an, nous marchions pendant quelques jours avec mon mari en montagne. Paysage de forêt et de neige immaculée, c'était magnifique. Nous marchions l'un derrière l'autre en silence, et dans ce silence me sont remontés à l'esprit des visages de personnes que j'avais rencontrées ici à Jeanne Garnier. Je n'imaginais pas les avoir en moi, et pourtant je les revoyais dans leur chambre. Je revoyais distinctement une attitude, un regard, une situation, un sujet de discussion, ou parfois c'était un souvenir plus global de notre rencontre. Et remontaient ainsi de plus en plus de personnes. Elles venaient parfois de loin, rencontrées il y a longtemps. C'était émouvant et merveilleux. Alors oui, toutes ces personnes rencontrées font désormais partie de moi. Ce temps passé ensemble, aussi court soit-il parfois, a laissé trace en moi. Nos regards échangés, les gestes posés, les mots, les silences, tout ceci créerait un subtil tissage liant à jamais nos vies de manière plus ou moins consciente. Tissage de quelle nature? Ces morts me parlent-ils? Interfèrent-ils consciemment ou inconsciemment de ma façon de vivre? Une trace d'eux reste-t-elle accrochée à ma vie de façon plus ou moins subtile? Que me transmettent-ils? Qu'est-ce qu'il m'en reste? Qu'est-ce que j'en garde? À quelle fin? Transmettre, transmission, on voit depuis ce matin la richesse de ce terme qui peut être abordé de 1000 façons. Après avoir accepté d'intervenir lors de cette table ronde, j'ai été prise un peu de vertige, tant le terme transmettre revêt à mes yeux quelque chose de fort, avec une intention de laisser quelque chose, espérant que l'autre va le recevoir et le faire sien à sa manière. Donc cela suppose une intention, un projet, une volonté de dire, de passer, d'envoyer au-delà, si je reprends l'étymologie, toute chose qui me semblait antinomique avec celle de bénévole en soins palliatifs. En tant que bénévole, je ne viens qu'une fois par semaine. Les rencontres sont aléatoires, soumises à la disponibilité, à l'état, au souhait de la personne à ce moment précis. Aléatoire aussi le suivi d'une personne, une première rencontre dont on ne sait jamais si elle sera possible la semaine suivante. Il n'y a pas non plus d'internationalité, pas de projet de part et d'autre, du moins au premier regard, une fois que l'on est admis dans la chambre. Nos rencontres ne sont donc que des moments captés dans l'ici et maintenant. Dans ce contexte, parler de transmission avec les bénévoles me semblait inadapté. Et pourtant, je suis bien imprégnée de ces personnes. Il y a donc quelque chose de véhiculé, de transmis, de porté au-delà de notre rencontre, ici et maintenant. Bénévole, j'occupe une position particulière, à côté et sans être ni soignant, ni proche, ni psy, ni biographe hospitalier. Tiers externe, j'entre et m'approche d'une personne après avoir été acceptée. Je lui donne un temps, sans limite, sans intention, sans projet, comme je le disais, en écoute pleine, en acceptation totale, sans jugement, sans remise en question de ce qui peut être énoncé et transmis. Et c'est peut-être tout cela qui, installant la confiance, favorise les confidences, la transmission de certains événements, de morceaux de vie, de moments clés de leur existence. À l'image de cet homme dont le regard semble vide et glisse sur les photos d'autrefois punaisées au mur. Rien ne semble accroché, il me confie être avide, ne plus rien ressentir. Et puis, sur une question ouverte, après un temps de silence, il se remémore. Le voilà racontant les grandes étapes de sa vie, ses études, les sociétés qu'il a fondées et dirigées, son mariage, ses filles, ses petits-enfants. Après toutes ces évocations, il émerge de ses souvenirs, me sourit et admet que finalement, il a une vie pleine et dense et que ça lui a fait du bien de se remémorer cela. Il a l'impression de retrouver une consistance. En effet, son visage a changé, il semble apaisé, empli de quelque chose. Revisiter sa vie et la partager semble l'avoir remis en verticalité. Est-ce la proximité que j'ai créée en approchant mon visage tout près de lui et en lui parlant au creux de l'oreille?
Est-ce ce temps laissé au silence de sa méditation? Est-ce l'approche de la mort qui l'amène à ce retour en arrière? À qui cette relecture était-elle destinée? À moi? À lui? Ne suis-je pas l'oreille, la chambre d'écho qui permet implicitement de reconnaître tous ces temps forts, tous ces moments clés comme une reconnaissance de son existence? J'écoute, j'accueille, je reçois. Ce sont aussi des récits du temps ordinaire, des morceaux de vie que la personne a choisi de raconter, sans chronologie particulière, piochés dans le passé qui leur semble précieux. Telle cette femme, isolée, sans famille, ancienne femme de chambre d'un grand hôtel parisien, dont la vie semble avoir été exclusivement de travailler. Elle me raconte ce que furent ses journées, les horaires. Je suis heureuse de recevoir ce cadeau, de permettre par son récit et mon écoute la reconnaissance de son travail, de sa vie toute simple, de son existence même, elle à qui l'on aura demandé toute sa vie de femme de chambre d'être invisible pour les clients et que personne à sa mort ne réclamera. Journées ordinaires comme un chemin pour me transmettre le plus intime et le plus douloureux. Cette autre femme me raconte ses journées de gardienne d'immeuble. Elle m'emmène par son récit, passer l'aspirateur, cirer les escaliers. On monte, on descend à pied, il n'y a pas d'ascenseur. On va arroser les plantes dans la cour. Et puis son regard se déplace vers une photo, celle de son fils mort trop jeune. Le silence s'installe. Peut-être fallait-il une confiance, voire même une connivence en la suivant dans ses journées de ménage pour m'ouvrir et me donner accès au plus profond et au plus intime. Jours heureux, jours de la vie ordinaire, souvenirs, épreuves, expériences, vie professionnelle, c'est toute une palette de récits à la fois spécifiques et parfois très universels que j'écoute et qui me sont transmis dans la confiance ouatée de ces tête-à-tête et d'un temps sans durée. Ce sont parfois aussi des relectures plus profondes, la fulgurance de la vie, des interrogations sur les choix de vie, la remise en question d'éducation reçue d'un autre temps, des analyses à voix haute, me prenant comme un témoin. Je suis en présence silencieuse auprès d'une femme, entre un monsieur qui se présente comme son ex-mari. Ils ont divorcé, il a refait sa vie, mais il tient à une dernière visite. Alors que je m'apprête à sortir, il me demande de rester. Nous voici assis de part et d'autre du lit auprès de cette femme. Après un temps, sa voix s'élève dans le silence de la chambre. Il fait mémoire de son ex-femme, remonte le temps, son enfance en Algérie, l'arrivée en France, l'assassinat de son père dont elle ne se remettra jamais, les épreuves, les joies aussi. Des hauts, des bas, une vie de couple, une vie de famille. Il fait mémoire de tout cela pour la remercier de toutes ces années, notamment le fait d'avoir eu une fille ensemble. J'entends des merci, des pardons, des justifications. Ma place n'est plus là, mais il insiste à nouveau pour que je reste. Je suis témoin d'une délicatesse, de pardon, de merci, pour un départ apaisé et pour elle et pour lui. Et peut-être fallait-il la présence d'un tiers, neutre, pour être témoin, sans jugement, de ses mots, de sa démarche. Et puis il y a parfois une transmission autre, une transmission plus subtile où de bénévoles écoutants, je me transforme en passeur. Ce monsieur. Je fais d'abord sa connaissance par sa fille qui m'en parle devant la chambre. C'est visiblement un grand intellectuel, passionné de musique sacrée, d'une grande sensibilité. À la fin de notre échange, sa fille souhaite me le présenter et m'invite à entrer dans sa chambre. Je suis moi-même curieuse de mettre un visage sur ce qu'elle m'en a raconté de façon très admirative. Je m'approche de lui, allongé dans son lit, une grande stature. Dans un coin de sa chambre, sa sœur, assise dans un fauteuil. Je me penche vers lui, je suis tout près. Sa fille nous présente. Il me demande si je connais l'Énéide. Et avant même de répondre, me voici embarqué dans son récit. Je grimpe avec lui une colline escarpée. J'entends sous son récit les pierres craquer. Je sens l'odeur des herbes sèches entre les roches. Il fait une chaleur accablante. Nous voici au sommet, devant ce temple qu'il me décrit, où les dieux l'attendent. Il ne reconnaît pas, semble perdu, mais nous rassure, les dieux l'attendent. Il parle lentement, chaque mot est subtilement posé. Son récit est tellement précis et vivant qu'il en devient plus que réaliste. Je ne sais plus où est la frontière entre le récit et la réalité, si je suis en Grèce ou à Jeanne Garnier. Le sens du choix de ce passage. Entrevoit-il sa fin proche, la montée vers le temple, la rencontre avec les dieux? Ne parle-t-il que de l'Énéide, ou s'adresse-t-il par métaphore à sa fille, ou à lui-même, pour raconter son voyage prochain? Lorsque le récit prend fin, je lève la tête, je reprends pied à Jeanne Garnier. Je m'aperçois que la sœur s'est rapprochée et que sa fille a filmé cet échange avec son téléphone portable.
souvenir cher qu'elle gardera de l'acuité, de la mémoire impressionnante de son père et des messages d'adieu dits avec poésie grâce à Aîné. Moment de silence, puis spontanément, nous nous retrouvons toutes les trois dans les bras et nous serrons. Je reçois moi aussi ce beau cadeau d'adieu d'un père poète qui rassure sa fille et raconte son voyage à venir avec délicatesse. Peut-être fallait-il la présence d'un tiers pour dire adieu à sa manière. Tiers externe, neutre, sans enjeu, le bénévole peut être sollicité par la personne malade ou les proches comme médiateur ou plutôt facilitateur pour transmettre des messages. Je me rappelle cette personne au caractère bien trempé, affichant une préférence très nette entre ses enfants, sa fille qu'elle aime et l'autre qui, malgré ses visites et ceci et cela, enfin bref, ne trouve pas grâce à ses yeux. La fille préférée souffre elle aussi de cette situation et, sans m'instrumentaliser, aimerait que j'ouvre un peu le regard de sa mère. Je reçois des éléments du récit familial de la fille, je reçois des assertions de la mère. Que faire de ce qui m'est ainsi transmis ? Mon désir de pacifier et un côté sauveteur m'incite à y aller, mais je ne veux ni ne peux entrer dans cette histoire familiale. Je ne peux qu'essayer d'ouvrir par 2-3 questions lâchées l'air de rien à la mère, qui ne saisit pas la perche et m'incite à rétro-pédaler. Et je ne peux qu'accueillir dans mes bras, au décès de sa mère, sa fille, ses questions sans réponse, sa frustration et son chagrin d'une famille désunie. Bénévole, je n'ai pas d'objectif de résultat. Je tâtonne parfois avec créativité, dans un temps libre que je ne maîtrise pas, mais qui possiblement permet un lâcher-prise. Les soignants m'indiquent à propos de cet homme qu'il communique peu, semble prostré, appuyant ses doigts contre la table comme s'il écrasait des fourmis. Lorsque j'entre dans sa chambre, il accepte ma venue. Je m'assieds, l'observe, le visage en effet penché sur sa table à écraser des poings. Le silence s'installe, nous prenons le temps. Et puis j'ose, je pénètre dans sa zone, et timidement j'écrase à mon tour des fourmis. Je vois son geste aussitôt se suspendre. J'arrête à mon tour, et puis au bout d'un moment, il recommence. Je fais de même à mon tour. Je m'adapte à son rythme, nos doigts se répondent, formant comme un duo. Nous n'avons toujours pas échangé un mot. Et puis, il suspend la danse, lève la tête, nous nous regardons. Je vois 2 yeux bleus baignés de larmes. Le père de ma petite fille est mort il y a 1 an. Il replonge vers les fourmis, puis relève à nouveau la tête. Et ça, je ne peux pas le supporter. Juste ces 2 phrases, rien d'autre ne sera dit. Fallait-il installer ce temps, sans contrainte, sans objectif, laisser l'espace au silence pour entrer dans la danse, m'ajuster et être plus intimement accepté, lui permettre ainsi de dire l'innommable et possiblement de s'alléger. Et puis parfois, c'est une transmission différente mais réelle lorsque la maladie ne permet plus de parler. C'est un regard plein, plus dense, qui parfois m'étreint. Je garde en moi cette femme, atteinte de SLA, qui de semaine en semaine m'accueille de plus en plus loin derrière son masque. Ce masque obstrue tout le visage. Je ne distingue que ses yeux le plus souvent fermés. Elle est arrivée avec un livre policier. Nous le commençons ensemble. Je constate que le livre n'avance pas beaucoup le reste de la semaine, alors j'ai le sentiment d'un lien plus spécifique entre nous. Je suis très émue et redevable de cette relation qu'elle m'autorise à avoir avec elle. Peu de paroles échangées, je passe par les gestes, les caresses, et ce livre pour lequel j'essaie de mettre le ton le plus vivant. Dans ces journées qui s'étirent, à guetter la respiration suivante et attendre la venue de sa fille en fin d'après-midi, ce livre semble le fil ténu auquel elle s'accroche. Au fur et à mesure que nous avançons dans le livre, ses capacités diminuent. Mais elle s'accroche. Elle est très réactive. Elle s'accroche à l'histoire. Elle fait preuve d'une incroyable concentration. Elle ne perd rien des personnages, de l'intrigue. J'entends son rire à travers le masque. Elle me transmet une énergie, une joie, oui, une joie, une curiosité accrochée à la vie jusqu'au bout de ses limites. Quel témoignage. En repensant à quelques-unes de ces rencontres, je m'interroge sur ce qu'il m'est donné de partager, ces morceaux de vie, ces révélations, ces confidences. Y a-t-il une intention délibérée de transmettre ? N'est-ce pas avant tout un récit fait pour eux-mêmes, avec témoins, d'attester d'une vie unique, spécifique, vécue avec ses joies, ses épreuves, attester que la vie ne les a pas épargnés, mais qu'ils sont là, faits de cela aussi, ayant survécu à tout cela, en vie, avec et malgré tout cela. Et après,
Certains témoignages m'ébranlent, interrogent mon approche ou m'interrogent au plus profond. Certains sont lourds, trop lourds à porter et m'affectent réellement. Le cadre de la maison me protège. Les soignants, les réunions d'équipe avec les autres bénévoles, les groupes de parole, j'ai autour de moi ce cadre rassurant qui, selon la nature et l'importance de ce que j'entends, me permet d'alerter, de challenger ou de déposer ce qui a été dit et reçu. Et puis il y a les confidences, l'intime, ce qui me semble avoir été transmis en confiance et qui restera dans cette chambre, que je garderai pour moi sans le transmettre à qui que ce soit. Et plus profondément, que fais-je de tout ce que j'entends qui m'est transmis et qu'en subsiste-t-il ? Je me sens vraiment riche de tous ces témoignages, sans appréciation qualitative. Ils m'ouvrent progressivement le regard et le cœur, me font envisager d'autres possibles, me désencombrent de certitudes trop simples. Écouter sans jugement fait advenir d'autres voix, me fait délaisser mes convictions pour écouter celles de l'autre. Certaines rencontres font écho à ma propre histoire, me renvoient des situations analogues, m'interrogent sur ma propre vie. Tout compte fait, je suis là, je donne un peu de ma présence, mais cette personne en face m'emplit de la sienne aussi, laisse une trace en moi, tels tous ces visages émergeant lors de ma marche en montagne. Je suis un peu faite d'eux-mêmes, ils nourrissent mon intériorité, ma prière, ma louange. Leurs témoignages me font plus goûter encore la conscience d'être en vie, de pouvoir me déplacer, chanter, danser, repartir chez moi. Je mesure combien c'est un cadeau insensé de vivre une journée sans y penser, de couler des jours ordinaires à se plaindre juste un peu sans se rendre compte que l'on était heureux. Dans ces vies qui se racontent, ces cœurs qui s'épanchent, j'entends les joies, les épreuves, et j'entends la vie jusqu'au bout, oui, la vie et épreuves mélangées. Ces personnes m'apprennent ainsi à travers leurs témoignages qu'accepter la mort, ce n'est pas avoir les yeux rivés morbidement sur la mort à l'attendre, à la redouter, c'est vivre pleinement la journée, l'instant. Sans faire partie de l'aumônerie, j'assiste pour certains, quelle que soit leur religion, à des abandons spirituels qui me sont révélés par la personne ou ses proches, et je vois combien cela les porte. Je vois l'apaisement, des abandons, des certitudes d'une présence spirituelle, la confiance en un amour plus grand qui les attend. Leur apaisement se diffuse à moi. Peut-être instille-t-il un petit pas très progressif et plus confiant pour moins redouter la mort, et me permet-il de m'approcher à distance de la mort. J'ai confiance et joie à me dire que toutes ces personnes rencontrées me précèdent et m'ouvrent la voie, des humanités qui se sont rencontrées et qui m'accueilleront peut-être lorsque ce sera mon tour. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous cette phrase sur laquelle je suis tombée récemment. « Quoi que vous fassiez, faites-le avec le désir de servir la vie. Servez les êtres humains avec compassion. Et si votre but est de contribuer à leur bien-être et que vous faites cela de plein gré, cela rencontrera alors votre besoin de contribuer. Et quand nous donnons de cette manière-là, il devient très difficile et très subtil en fait de dire qui donne et qui reçoit. » Je vais essayer de prendre le relais. Moi, je vais vous parler de la transmission en tant qu'assistante sociale. Donc, je travaille à la maison médicale depuis 2 ans. Et donc, la prise en charge, enfin, je m'occupe plus spécifiquement, même si ça ne m'est pas réservé, mais de ce qu'on appelle la prise en charge sociale du patient en soins palliatifs, histoire de transmission, c'est-à-dire que parfois ce sont les services hospitaliers qui nous préviennent en amont de l'arrivée d'un patient, une patiente qui a déjà un suivi social qui va être à accompagner plus particulièrement. Parfois, au moment de l'admission, on se rend compte qu'il n'y a pas de mutuelle. Donc là, au secours, l'assistante sociale, il faut faire quelque chose. Les transmissions en équipe sont très importantes parce que donc moi, je ne me situe pas du côté médical, mais j'ai besoin d'un certain nombre d'éléments pour savoir comment je vais pouvoir interroger le patient, si je vais pouvoir l'interroger, comment est-ce qu'il est présenté par le corps palliatif, voilà, comment est-ce qu'on a déjà des petites clés pour savoir, pour m'aider en tout cas à l'évaluation de savoir est-ce qu'il va falloir que j'intervienne ou pas.
Ensuite, le patient lui-même peut avoir des questions sociales qui l'embêtent ou sur lesquelles il a besoin d'avancer. Et puis parfois, on rencontre, donc les familles aussi peuvent nous solliciter, puis parfois on rencontre les familles après le décès. Donc on n'a pas forcément, on a entendu parler des patients, mais je ne les ai pas forcément rencontrés. Et je rencontre la famille au moment du décès, donc à un moment où forcément très chargé en émotions, et on participe à l'accompagnement de ce deuil qui va devoir se faire. Donc voilà, ça c'est nos modes d'intervention. Au niveau social, en tant qu'assistante sociale, je suis soumise au secret professionnel. Donc ça veut dire que ce que je vais transmettre va forcément être mesuré. Je dois réfléchir à ce que je vais avoir à transmettre, m'arrêter à ce qui est juste, ce qui va être. Et là, la transmission, elle est impérative parce que malheureusement, on a besoin d'être sûr que tout le monde va coopérer et qu'on va tous essayer de trouver une solution pour ces enfants. Malheureusement, il y a le facteur temps qui fait que on nous dit il y aura peut-être une mesure, mais elle sera prise dans 1 mois, 2 mois. Donc, ce n'est pas satisfaisant pour nous, mais on sait qu'il y a un service qui rencontre l'entourage, qui veille à ce que l'enfant soit accompagné au mieux. Donc d'où cette nécessité de transmettre pour qu'ils aient tous les éléments pour assurer la sécurité de l'enfant. Il y a aussi, donc hormis la protection de l'enfance, il y a aussi l'obligation de signaler quand on a affaire à des patients vulnérables. On a aussi des patients qui peuvent avoir des troubles cognitifs, qui peuvent du coup ne plus être en capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes. Et souvent, la famille, là aussi, a pris les devants, mais parfois, c'est de notre responsabilité de pouvoir accompagner ces patients. Alors là aussi, en unité de soins palliatifs, le temps judiciaire fait que c'est pas forcément comme il faut compter entre 2 à 6 mois pour qu'il y ait une tutelle ou autre qui soit nommée, c'est pas le temps dont on dispose en unité de soins palliatifs. Mais on doit quand même veiller à protéger les patients. On n'est pas, ils sont pas à l'abri de. On doit en tout cas entendre dans ce qui nous est partagé de la famille, de l'entourage, du service, que parfois il y a des situations qui peuvent être un peu, en tout cas à protéger. Donc ça, c'est notre rôle de signaler. Et après, du coup, je voulais un petit peu évoquer avec vous donc les différentes missions que l'on peut avoir et qui nous mènent à échanger et à transmettre. Donc je vous ai parlé d'une situation de protection de l'enfance où quand la personne est arrivée dans le service, j'avais déjà une dizaine de mails avec les différents interlocuteurs qu'il fallait que je joigne pour continuer à avancer dans la même direction. Il y a aussi la rencontre de l'entourage qui est là au quotidien auprès de l'enfant, qu'il faut qu'on entende de façon à pouvoir faire remonter les informations aux services qui ont passé le relais, mais aux services qui vont prendre le relais de façon à ce qu'ils aient vraiment les informations, les dernières informations. Ensuite, il y a d'autres missions sur lesquelles on intervient. C'est notamment les projets de sortie de soins palliatifs. Donc ça, c'est tout le monde ne vient pas pour finir ses jours en soins palliatifs. Et donc, on a aussi des situations où il faut accompagner un projet. Alors comme ça nous semble une bonne nouvelle. Pour les familles, c'est difficile. Donc on est aussi, on reçoit cette inquiétude de la famille, du patient surtout, qui s'est préparé en arrivant en soins palliatifs, qui s'est préparé à ce que ce soit sa dernière demeure. Et là, on leur demande de réinvestir un projet, surtout quand on leur dit que le projet, c'est l'EHPAD. Quand le projet qui s'impose, c'est l'EHPAD, c'est pas très joyeux. Donc, c'est important d'entendre
et de transmettre cette inquiétude pour que, en équipe, on sache accompagner cette étape qui est forcément difficile. Donc, quand c'est un retour à domicile, généralement, le patient retrouve son environnement. Donc là, il nous faut des relais de façon à ce que ça puisse se faire de façon sécurisée. Donc, on appelle l'HAD, on appelle le réseau, on se met en lien avec les différents assistantes sociales, puisque c'est avec elles que je peux partager. Et on sent qu'on arrive à trouver des solutions pour que les choses puissent se faire. Mais généralement, ça exige qu'il y ait de l'entourage qui puisse être présent pour sécuriser ce retour, parce que ces patients, même s'ils sont stables, ils sont quand même très fragiles. Donc c'est aussi ça qui reste, même pour moi, parfois compliqué quand j'accompagne ces projets, c'est que je suis pas toujours... Enfin, je suis comme la famille convaincue, en tout cas quand c'est une orientation en EHPAD, que le patient est bien mieux à la maison médicale qu'en EHPAD. Donc voilà, bon, il faut quand même... j'ai entendu un médecin qui disait c'est pas parce que l'unité de soins palliatifs n'est pas faite pour toutes les morts, et c'est peut-être ça qui m'aide à accepter qu'effectivement certaines situations ne nécessitent pas forcément une prise en charge en soins palliatifs. Pour autant, je sais que la qualité des soins qui sont apportés dans les services n'est pas forcément celle qu'ils pourront avoir en EHPAD. Donc voilà, il y a aussi cette réalité-là, et puis il y a aussi cette réalité que parfois on nous transmet des annonces, des avis de décès à 1 jour, 2 jours après un transfert. Voilà, ça c'est des transmissions qui sont aussi douloureuses à recevoir, parce qu'on a été... on sait qu'on a demandé à cette famille de se faire violence pour avancer dans un projet. Et voilà, donc on garde quand même cet arrière-goût un peu amer, est-ce que ça aurait vraiment dû se faire. Je voulais aussi parler de transmission des patients. Je me souviens d'un patient qui avait pas arrêté pendant toute son hospitalisation de dire qu'il ne souhaitait absolument pas prévenir sa famille, que son histoire de vie, donc on sentait qu'il y avait eu beaucoup de conflits. Voilà, il faut apprendre à ne pas vouloir résoudre ces conflits. Mais donc ce patient nous faisait part de tout ça, nous avait dit avoir fait son testament, vouloir donner son argent à des associations et autres. Et le jour du décès, il y a une cousine qui appelle. Je ne sais pas comment elle avait appris que le patient était hospitalisé, mais donc apprend le décès. Et donc la famille se manifeste, appelle en disant moi je suis le frère, je veux organiser les obsèques de mon frère. Et nous on avait cette transmission du patient qui nous avait dit je veux pas que ma famille s'occupe de moi, j'ai déjà tout géré. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? Donc, moi j'avais un petit peu ça sur le cœur. Et quand j'en ai discuté avec l'équipe et les médecins, ils disaient c'est important que maintenant on prenne soin des vivants. Et donc je me suis dit, mon rôle là, c'est de transmettre la parole du patient. Ok, je vais les accompagner, ils vont s'occuper de cette partie parce que de l'organisation des obsèques, ça leur tient à cœur. Pour autant, moi ce que j'ai entendu, c'est important que je sois certaine que eux-mêmes l'aient entendu. Et ils en feront ce qu'ils veulent, mais mon rôle, c'était de porter cette parole du patient. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement d'être ce relais, de transmettre, parce que cette histoire de vie, elle ne m'appartient pas. On ne sait jamais d'où viennent les conflits, mais nous, on était dépositaires de cette parole du patient. Voilà. Tout à l'heure, il y a aussi, tout à l'heure j'évoquais avec Lucille une situation où le manque de transmission peut aussi nous empêcher d'accéder à une demande d'un patient. Je me souviens d'une situation, donc moi ça fait pas encore 2 ans que je suis à la maison médicale,
Et j'ai été vite confrontée à un patient isolé. La famille ne s'était pas manifestée. Et la seule chose que le patient ait pu exprimer, c'était sa volonté d'être incinéré. Donc un patient isolé, sans ressources, au moment des obsèques, on sollicite le service social pour organiser les obsèques, généralement du coup avec la ville de Paris. Et je me retrouve avec cette parole exprimée d'incinération et les collègues de la ville de Paris qui disent il n'y a pas d'écrit, on ne peut pas faire. Voilà. Et j'ai trouvé ça très difficile. C'était la première fois que j'étais confrontée à cette situation-là, de ne pas pouvoir accéder à cette dernière volonté du patient. Alors, je pensais à la créativité dont les différents interlocuteurs avant ont parlé. Et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Et suite à cette situation qui m'a quand même vraiment embarrassée, avec Mireille, avec les bénévoles, on a mis en place un petit subterfuge de façon à dire que la personne, elle n'était pas isolée. Elle était accompagnée par des bénévoles. Et grâce à cette intervention, ça nous permet de faire valoir la volonté du patient. Les bénévoles, de toute façon, sont invités à être présents au moment de la levée du corps. Ils sont présents, donc la personne n'est pas isolée. Et je trouve que ça permet aussi de donner du sens à ces départs de personnes qui sont seuls. Alors, on n'est pas là pour juger leur vie, on ne la connaît pas d'ailleurs, mais c'est quand même très triste. Et donc, je trouve que c'est beau qu'on puisse travailler tous ensemble pour ce dernier hommage. Voilà. Merci à vous deux. J'ai l'impression d'être dans mon équipe, en fait. J'ai l'impression d'être avec des collègues. Parce qu'on part effectivement d'un point différent, mais il y a tellement de liens entre nous. Bonjour à vous. Donc moi, je suis biographe hospitalière depuis 15 ans maintenant dans un service d'onco-hématologie à Chartres. Vous pourriez penser que le cœur de mon métier, c'est vraiment le récit et donc la transmission. C'est assez vrai. Mais ça n'est vraiment pas que ça. Mais aujourd'hui, je vais vraiment centrer mon propos sur la transmission parce que il est vrai que dès qu'on parle de faire son récit de soi accompagné lorsqu'on est très gravement malade, la première chose que l'on imagine, le premier objectif, c'est effectivement de pouvoir transmettre. Alors il y a des transmissions informelles et puis il y a des transmissions totalement conscientes et organisées. Moi je suis à cet endroit-là, c'est-à-dire que ce que je vais recevoir, que l'on croit, quelque chose de très organisé, qui est de l'ordre du récit de vie. Et en fait, je vais vous raconter que cette transmission, c'est un voyage, c'est comme ce que Lucille nous a proposé. C'est vraiment de l'ordre du voyage, de l'ordre du sensible aussi. Vous dire que ce n'est pas le seul objectif lorsque la personne elle fait son récit de vie et qu'elle est à ce moment-là de sa vie. Il y a un objectif aussi de faire le bilan, de se retourner, d'avoir, vous savez, une espèce de fil à soie. Je pense souvent à cette image parce que je trouve qu'elle est très aidante. Un fil à soie introspectif, totalement subjectif, je vais vous raconter, interactif, parce que nous savons, nous tous ici, que la vraie mort, la vraie mort, souvent c'est pas la mort, souvent c'est l'oubli. C'est l'oubli en fait. C'est terrible de pouvoir imaginer qu'on va nous oublier. Et de manière fortuite ou incroyable, ou eh bien, le fait de recevoir le livre de son histoire, le fait de recevoir le livre de sa vie, le fait de laisser trace, ça conjure un peu cet oubli. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut venir au premier plan,
c'est que cette angoisse de ce trou béant, de cette tache aveugle, cette angoisse de cet endroit où l'on va, dont on ignore tout, eh bien on peut se dire que voilà, je ne vais pas être totalement oubliée. Juste une petite parenthèse, il me semble que, nous le savons aussi, mais à partir du moment où on prononce le nom ou le prénom de quelqu'un, on ne peut jamais l'oublier. Donc il y a pas, je ne fais pas ici la publicité pour le livre et laisser trace, hein, parce que bien sûr que la personne, dès qu'on l'invoque, on l'évoque par son prénom, voilà, elle est là. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire par rapport à la transmission. La seconde, c'est que très souvent, alors en 15 ans d'activité, je me retrouve tellement dans ton propos, j'ai eu cette joie, cet honneur de tant de rencontres, de centaines de rencontres. Et très souvent, les gens, les individus ont vraiment le souhait de raconter leur vérité. Leur vérité qui est évidemment très subjective, hein, mais c'est essentiel pour elles de raconter, d'exprimer, d'être à cet endroit-là où voilà, oui, elles vont mourir, mais avant, elles vont vraiment dire ce qui les a animées. Elles vont refaire une lecture un peu, il y a un petit texte, je pourrais vous lire, c'est Bernard. Oh, pardon, heureusement j'ai prévu les lunettes. Bernard, il dit, il a 54 ans, il est guadeloupéen, il est musicien, et il dit, bon, j'ai connu beaucoup d'échecs, j'ai une âme artistique, mais j'ai raté les beaux-arts, j'ai écrit une 50aine de chansons, jamais enregistrées. Je suis très aimée par ma famille. Je veux leur donner des réponses aux questions qu'ils se posent à mon sujet et remettre en ordre les choses folles que certains pensent de moi. J'espère créer une harmonie plus grande avec tous mes proches, de mon vivant ou après ma mort. J'avance. Je vais raconter ma vie et tout sera dit. Il y a longtemps, j'ai parlé à un psy, ça m'avait déjà fait du bien de mettre des mots sur des choses très profondes, mais après chaque séance, tout s'envolait. Il ne me restait que de vagues souvenirs de ce que j'avais pu dire. Là, c'est différent. Je n'ai encore rien lu de mon livre, mais j'ai confiance. Ce sera du Bernard. Moi, je vais partir, mais il va rester toutes mes chansons inconnues et ce livre. C'est énorme. Je suis en train de réussir ce que j'ai raté toute ma vie. Je vais laisser toutes ces nouveautés en héritage. J'ai commencé à parler à Valéria il y a 9 mois. On avance, lentement. J'ai déjà été très proche de la mort, mais chaque fois je reviens. Et je me dis que je n'ai pas fini. Au fur et à mesure, des choses remontent à ma mémoire. Tout s'éclaire jour après jour. Je comprends mon histoire et je me pardonne. J'espère que ce livre se terminera bien. Le plus beau des happy ends, ce serait une extrême légèreté de l'âme. Et Bernard, il a effectivement pu dire sa vérité, pourquoi ses chansons n'avaient pas marché, pourquoi il avait été militant, et il en a été, j'imagine, bien heureux. Il y a autre chose que de conjurer l'oubli et de dire sa propre vérité. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai pu comprendre et qui est bête comme chou, hein, aurait dit ma nounou. Moi, j'étais persuadée, la fois où j'ai lu Bourdieu qui parlait de l'illusion biographique dans la transmission, j'étais un peu en colère. C'est vrai, j'ai dit mince, qu'est-ce qu'il nous raconte, quoi, l'illusion biographique, et notamment lorsqu'on transmet. Après, j'ai lu Ricoeur, parce que j'étais obligée de faire un travail de thèse, alors il a fallu voilà, enrichir la chose. Et Ricoeur, il disait que d'inviter le narrateur à faire son récit, c'est l'inviter à donner de la cohérence, de l'unité et du sens à sa vie. Alors je me suis dit, bon Valéria, faut discerner là, tu vas dans quel camp? Oui, Ricoeur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'il dit aussi quelque chose par rapport à ma deuxième hypothèse. Il dit tout ce qui est dit, tout ça, c'est pas du vrai, mais ça dit du vrai. Et c'est totalement dans notre vérité subjective. C'est évident. Et alors là, on arrive à ma troisième,
troisième point que j'avais vraiment envie de partager avec vous sur la transmission, qui verse quand même un peu vers le Bourdieu, que nous n'aimons pas toujours. Je vous explique. Moi, j'étais persuadée très naïvement, j'ai toujours empreint de cette naïveté, mais là quand même, je pars de très loin. J'étais persuadée que lorsqu'on se racontait, c'était vrai, ce qu'on disait. C'est dingue, hein? Et j'ai cru pendant des années. Et en fait, c'est impossible. C'est juste impossible, parce que celui qui raconte n'est pas le même que celui qui a vécu. Donc c'est CQFD, c'est la chose la plus évidente. Et en fait, c'est confirmé aujourd'hui. Alors, bien sûr, par les scientifiques et les neuroscientifiques. J'ai un ami qui m'a fait lire un article, il est neurologue. Il m'a expliqué ceci, que vous savez, nous vivons un événement. Et cet événement, voilà, il va ensuite être bien logé dans notre beau cerveau. Une semaine après, on reconvoque cet événement. Une semaine est passée, on a un autre contexte, d'autres individus, il fait très beau. Hop, on va le raconter différemment. On l'exprime, pof, il va se ranger ailleurs. On va le réexprimer et à chaque fois, en fait, il va se réévaluer et se rééquilibrer. Et là où je veux en venir, ça a du sens à plein d'endroits de transmettre. Vraiment. Et pardonnez-moi, ce matin, je n'ai pas pu être présente, mais je suis sûre que vous avez abordé, j'ai entendu des choses. Ça a du sens pour le prisonnier au long cours, ça a du sens pour l'enfant qui vit un trauma, ça a du sens. Mais de pouvoir se réinventer et se reconfigurer à cet endroit-là de notre vie, pour moi, c'est toujours ce qui m'impressionne et ce qui m'anime. Ils ne mentent pas, ils ne se mentent pas. Ils sont juste dans une reconfiguration, ils sont dans cette verticalité, ils savent qu'ils vont transmettre. J'adorerais, entre parenthèses, avoir quelqu'un qui fabule complètement. J'adorerais, parce que bien sûr, on ne vérifie rien. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, peut-être qu'un jour, mais en tous les cas, leur donner cette possibilité à ce moment-là où ils sont sur ce fil, comme les funambules, de se recoudre d'habits de lumière avec de beaux fils d'or, parce que c'est ça la proposition. Et je peux vous assurer qu'il y a une espèce c'est un peu ontologique. Il n'y a pas dans la transmission ce genre de règlement de compte qu'on pourrait imaginer. En tous les cas, moi, en 300 ou 400 accompagnements, je ne l'ai pas rencontré. Non, il y a de l'auto-justification, il y a des mots d'amour, il y a une transmission des valeurs, il y a une transmission spirituelle, dans le sens du souffle de la vie. Qu'est-ce qui nous a animés, surtout lorsque la personne dit « j'ai pas vécu un seul de mes rêves, j'ai eu l'impression d'être à côté de ma vie, toute ma vie, que l'on ait 30 ans ou 80. Hein. » Donc, pour moi, ce que j'avais envie vraiment de vous partager, c'est que cette transmission, elle est beaucoup plus complexe qu'une transmission consciente et organisée. Elle est faite de reconfiguration, elle est faite du souffle de la vie, elle est faite d'un moment donné. Et puis encore autre chose que je n'avais pas imaginé dans la transmission, vous allez voir comme je partais de très 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 loin, c'est que évidemment que le tiers dont on a parlé, le tiers il induit. Évidemment, non seulement j'entends pas tout ce qui m'est donné à entendre. En formation, je fais un petit exercice. Je suis la patiente malade. Et il y a les futurs passeurs qui prennent des notes. On a, si elles sont 5, je dis elles, on est beaucoup de femmes. Si elles sont 5, il y a 5 récits différents. Et oui, forcément que donc l'idée de cette transmission qui va ensuite aller à travers les générations, hein, parce que c'est un très beau livre qui est remis. Cette idée de la transmission, il faut accepter
qu'elle soit sur un temps donné, et voire même que la personne ne corrige pas, ne lise pas même parfois ce qu'elle a transmis. D'où la responsabilité du biographe à cet endroit de vraiment faire œuvre et de discernement et, comme je le disais, de recoudre un peu de fil d'or. Je peux vous lire, alors juste pour vous montrer qu'on peut passer d'un écart à un autre. Là, c'est un monsieur, on fait un petit inventaire à l'après-vert à la fin, et parce que j'ai une petite tendresse pour ce monsieur. Mais il dit, je lui demande quel est justement votre plat préféré. Il dit un carpaccio de bœuf ou un bon plateau de fruits de mer, et en dessert une très bonne glace. Vanille, pistache plutôt. Fraise, je n'aime pas trop, avec de la crème fraîche et quelques fruits confits dedans. Le tout avec un bon vin, un bon Bourgogne. Et puis après, je lui dis, vous allez être un peu étonné. C'est ce qui me fait dire, Sophie, quand tu dis transmission douloureuse, des fois on a des patients qui peuvent nous étonner. Je lui dis, et vos 3 personnages que vous inviteriez à un dîner imaginaire? Je rigole parce que Jean-Marie Le Pen, le champion des jeux de mots. J'aime bien ces calembours. La valse de Vienne de Strauss, sans canne pour DSK, etc. J'inviterai aussi Annie Cordy. Ah, je la connais, mais je n'ai jamais eu l'occasion de dîner avec elle. Et puis Charles de Gaulle. J'aurai des bons tuyaux bien corrects. Un dîner un peu spécial, c'est vrai. Enfin, il y a des choses incroyables. Et puis peut-être pour vous dire aussi, ce même monsieur, il disait, vous allez voir l'écart en citation, il disait... en conseil pour ces petits-enfants, crois rien de ce que tu entends, crois rien de ce que tu entends, et la moitié de ce que tu vois. Et en dessous, c'est marqué citation de mon grand-père paternel. Ah, mais c'est intéressant. Je vous la répète. Hein. Crois rien de ce que tu entends, et la moitié de ce que tu vois. Donc, voilà, il faut vous dire... Oui, on rigole, hein. On rigole aussi beaucoup dans ce métier qui est dans l'accueil, bien sûr, dans l'altérité, la réciprocité, la confidentialité. Je participe au staff avec l'équipe, mais je ne parle pas du contenu. Par contre, il y a des petits curseurs. Par exemple, si à la 2e séance, la personne biographée en est déjà à ses propres enfants, le médecin me dit « Ah non, elle en est déjà, elle est maman, 2e séance, c'est étrange. » Mais je dois vous dire que même si le PET scan est bon, même s'il n'y a pas d'alerte, cette personne sait, elle va mourir bientôt. Voilà. Par contre, effectivement, alors il y a des secrets partagés, mais généralement, on le sait entre nous, hein. Vous tous, enfin nous tous dans une équipe, on a déjà les infos, on a déjà des bribes de vie. Moi, je ne fais que, les passeurs ne font, les biographes hospitaliers. On fait partie d'une équipe, hein, on est au sein d'une équipe, on n'est pas bénévole, on est rétribué, etc. Mais on ne fait que remettre en forme cette transmission. Voilà ce que je pouvais vous dire pour partager avec vous sur cette thématique. Merci. Il y a un petit moment avant qu'il marche. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, on a appris, on a vu, on a entendu que les transmissions, ça permet aussi de se recoudre soi-même ou de recoudre avec du fil d'or, de recoudre des relations, de recoudre du soi, de l'histoire de soi avec du fil d'or. Vous l'avez donné à entendre chacune à sa façon, toutes les 3, chacune à sa façon. C'est vraiment très beau. Enfin, on était plongés avec vous dans des relations, dans des histoires. Merci beaucoup. Je passe la parole à la salle ou en consultant le chat aussi. À chaque fois qu'on a des récits comme ça, il y a toujours un moment pour les accueillir et les intégrer. Hein.
que vous nous avez donné aussi à entendre, je trouve, en tout cas au départ, toutes les deux, Lucille et Sophie, c'est un peu ce que ça vous fait à vous d'entendre des récits, ou d'être réceptacle de transmission. Ce que ça vous fait à vous, alors Lucille, tu l'as dit vraiment, alors avec même cette métaphore de la marche, là, la surprise du retour de ces visages. Sophie, il y avait quelque chose du côté parfois du dilemme, de comment je vais réussir j'allais dire à faire vivre, pardon si l'expression est maladroite, mais à réaliser quelque chose de la volonté du patient avec, c'était quoi le mot, le subterfuge là, avec les bénévoles. La créativité aussi à cet endroit-là, la créativité jusqu'après le décès du patient. Donc on entend quelque chose du côté de... Jean-Philippe disait ce matin en plaisantant, là, un ordinateur a de la mémoire, lui il n'a pas de souvenir. Mais on voit comment vous êtes marqué, vous, par le travail du souvenir, comment ça vous met aussi en travail, à la fois à un niveau affectif, enfin, au niveau des affects, au niveau de la volonté de faire quelque chose. Et Valéria, qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que ça te fait à toi, le récit des patients? On est un peu Bien sur sûr, le mode de bien la sûr. première personne là, dans cette table ronde. C'est pour ça que je m'autorise cette question-là. Bien sûr. J'ai une petite particularité, c'est que je suis une oublieuse. Donc, dès que je ferme mon cahier ou que je quitte soit la personne qui est dans mon bureau ou sa chambre, je ne l'oublie pas pour autant, mais voilà, il y a ce mouvement intérieur qui me fait continuer ailleurs et autrement. Et puis ils ont la bonne grâce de ne pas venir la nuit, il n'y a pas de fantôme qui vient. Et aussi un élément important peut-être je suis d'accord avec tout ce qu'on a entendu, la juste proximité, bien sûr, enfin, je ne vous dirai pas, je suis même allée manger des kebabs, moi, avec les personnes biographiées, parce que ça s'est passé comme ça, et pourquoi pas, en fait, l'association s'appelle Passeurs de mots et d'histoire, ça n'est pas pour rien, nous ne conservons rien. Il n'y a pas de trace parce que ça n'est pas mon histoire. Ça n'est pas mon histoire. Je suis là à un moment donné, on a cette chance de partager beaucoup en équipe. J'ai souvent l'impression d'être sur le même navire que mon service et on est tous ensemble. Et je dois dire que, étant donné que je ne les vois pas malades, et qu'on est vraiment dans cette relation, cette altérité, ils sont un peu de moi, je suis un peu d'eux. Peut-être que ça va vous surprendre, mais je ne suis absolument pas affectée. Je ne dis pas que je ne suis pas affectée lorsqu'un enfant de 7 ans me saute dans les bras, que son papa vient de mourir, qui me remet le dessin à inclure dans le livre de son papa. Je ne dis pas que je n'ai pas d'émotion ou que... à la remise du livre, 1 an, 2 ans après. Mais je sais pas, ça se situe ailleurs. Il y a tellement de... On peut oser dire le mot amour. Voilà, il y a tellement c'est tellement à cet endroit-là très simple, vraiment, Agatha, que... Oui, on entend très bien. que ça me nourrit. Et du coup, après 15 ans, je ne suis pas impactée. Merci, mais c'est très intéressant. Je n'ai pas de façon de le redire, mais on entend votre positionnement personnel aussi de chacune à l'égard de ça. Je me présente du coup Audrey Buisson, je suis psychomotricienne en EHPAD. Je me pose la question en vous entendant, et c'est vrai que c'est quelque chose que je me pose comme question très régulièrement, c'est dans ces échanges que vous évoquez, finalement, qu'est-ce qu'il est bon de donner de soi? C'est vrai que parfois c'est quand même délicat, je trouve,
on entend dans des débats parfois en réunion effectivement, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'est d'être professionnel ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais parfois, c'est délicat quand les résidents se mettent à nu. Alors, ils peuvent se mettre à nu dans leur intimité émotionnelle ou de la mettre à nu physiquement. Mais finalement, c'est vrai qu'ils ont tout le temps cette part d'intime à dévoiler à quelqu'un. Et certains attendent parfois de nous d'aller nous rencontrer, c'est-à-dire à qui est-ce qu'ils s'adressent et est-ce qu'il ne peut pas y avoir une sorte de partage. Et je voudrais savoir dans vos expériences, effectivement, ce dont vous avez été amené à partager de vous de manière à pouvoir mieux rencontrer l'autre. Voilà. Non, c'est une très bonne question. Non, mais c'est une très bonne question, c'est vrai. Jusqu'où permettre à l'autre de se déshabiller en restant complètement habillé. Non, mais c'est tout à fait vrai. Alors, vraiment, là, je m'exprime en tant que bénévole. On est vraiment dans l'écoute totale, normalement. Et quand on a des questions plus personnelles qui renvoient vers nous, on est quand même plutôt formé à renvoyer vers la personne et à les laisser s'exprimer, à les creuser ou aller dans une autre piste, mais sans être psy. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet équilibre dans la relation. C'est vrai. Je donne ma totale disponibilité, je donne du temps, je donne mes oreilles, tous mes sens en éveil. Oui, et qu'est-ce que je donne à part ça? Oui, je ne donne pas de ma propre histoire. C'est vrai. Sophie, toi tu... Dire que je donne quelque chose, pas forcément. En tout cas, j'aurais du mal à le définir. Pour autant, je pense que dans toute rencontre de personne à personne, déjà, le fait son positionnement vis-à-vis de la personne que l'on va accompagner va faire que même si on est professionnel, bénévole, qu'on a une étiquette, on se reconnaît d'abord dans notre humanité. Et je pense que... ça répond. C'est là que ça permet de donner un peu de soi parce qu'on se reconnaît d'abord comme personne, comme eux. Moi, je me suis beaucoup interrogée parce que je suis assez émotive, sensible, et donc je me disais mais comment est-ce que je peux gérer le flot d'émotions que je vais pouvoir recevoir à l'annonce d'un décès. C'est vrai qu'on reçoit des familles qui sont effondrées, des entretiens. J'ai eu des entretiens où il y avait les enfants, les parents, vraiment une charge émotionnelle lourde. Et je me souviens en avoir discuté avec des collègues qui disaient mais quand bien même tu aurais... les yeux qui un peu humides ou autres, tu les rejoins dans leur souffrance et ça fait pas de toi quelqu'un de moins professionnel. Et je pense que j'avais besoin de prendre conscience de ça parce que on rejoint l'autre, on est sensible. Pour moi, la juste proximité, elle est dans le fait de pas être trop affecté, mais on partage cette sensibilité, et heureusement qu'on partage cette sensibilité. C'est ça qui nous permet, on donne malgré tout un peu de nous-mêmes dans cette façon de recevoir ce dont on est témoin et ce qui nous est transmis. Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas entrer, on ne va pas dévoiler des choses de notre vie, on n'est pas là pour raconter notre vie, mais en effet, la façon dont on les accompagne, on donne... pour entrer en effet en relation, en communication, en relation intime comme ça, il faut aussi s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir sa sensibilité. Donc c'est très implicite, mais voilà ce qu'on donne. On donne une oreille... qui va comprendre, qui va permettre après de caresser, de consoler, de bercer.
peut-être vraiment de se mettre au pas, au plus proche de cette personne. Mais c'est en effet de l'ordre du subtil. Qui ne passe pas nécessairement par le récit. Qui ne passe pas par le récit de nous-mêmes. Oui, je voulais dire qu'en tant que psychologue, on est supervisé, on a la chance d'être supervisé, on donne de notre corps, de notre personne, surtout en tant que clinicien. Et je pense que ça, c'est une des richesses des soins palliatifs, c'est d'avoir des groupes de parole, en EHPAD, des groupes d'analyse de pratique et des supervisions. Moi, je suis très optimiste sur la crise des vocations en vous entendant. Je me dis, tant qu'il y a de la vie et des personnes, il n'y a pas de crise, en fait. Il n'y a pas de crise, il n'y a que des modifications, des changements, des bifurcations. C'est vrai qu'on est dans ce temps d'entre-deux. On est un petit peu au milieu du gué, mais moi, je vous rejoins. Je suis plutôt d'un naturel optimiste sur la nature humaine. Alors, sur le chat, on a des questions qui s'adressent à Valéria. Est-ce que biographe hospitalière s'adresse seulement aux fins de vie? Est-ce un travail sur le vécu de la fin de vie? Et comment êtes-vous présenté par votre service aux personnes? Ça n'est pas un travail que sur le vécu de la fin de vie. C'est vraiment un travail d'autobiographie avec un tiers, et on commence, la proposition c'est de commencer par les grands-parents. Il y a un proverbe bambara qui dit: quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc l'idée, ça peut sembler un peu paradoxal, mais c'est vraiment de créer des racines de cet arbre-là pour que la personne se sente intégrée au sein d'une mémoire familiale, qu'elle en fasse partie, et que même lorsqu'elle ne sera plus là, il y aura cet arbre avec ses émanations. Comment c'est proposé par le service? C'est toujours proposé par un membre de l'équipe, que ce soit un infirmier, un médecin, une collègue AS, soit au détour d'une toilette, une maman qui a beaucoup d'angoisse parce que elle sait qu'elle ne sera pas là au prochain anniversaire de sa fille, donc ma collègue va lui dire: mais peut-être vous pouvez laisser trace. Et c'est comme ça que voilà, je vais pouvoir aller rencontrer. Ça n'est pas moi qui fais... Enfin, je vous regarde, mais ce n'est pas moi qui fais la démarche. Et puis, la toute première question, c'était: est-ce que c'est réservé à des personnes qui sont gravement malades en fin de vie? Oui. Non pas, comme je disais tout à l'heure, que ça n'ait pas de sens ailleurs. Vous savez, je prends parfois cette image. Vous connaissez tous la différence entre une eau de parfum et une huile essentielle. Et bien, c'est un peu ça, pour moi. Hein. Mais je peux totalement échanger d'avis et me tromper, mais il me semble qu'à cet endroit-là de la vie, c'est vraiment l'huile essentielle, c'est la goutte, et que dans ces gouttes, il y a tous les bénéfices pour les personnes biographiées, pour les destinataires, pour les soignants, pour la société, pour moi, bien sûr aussi, pour les collectifs des passeurs. Enfin, voilà, c'est à cet endroit. Mais ailleurs, c'est tout aussi essentiel, et ça peut sauver des vies aussi, très très clairement. Hein. Mais voilà, effectivement, la biographie hospitalière, comme on la propose, au sein d'un service, avec une charte, c'est effectivement à cet endroit-là. Et on le voit aujourd'hui, la fin de vie, c'est pas que l'aide active à mourir, c'est avant tout un accompagnement. Et n'oublions pas ça, on est là chacun ici pour tout à l'heure, Nicolas, tu parlais des principes, je sais plus, tu as utilisé un autre mot, pilier ou... Doctrine, tu as dit doctrine. Mais en tous les cas, voilà, on est... Quel drôle de mot sortant de ta bouche. Mais effectivement, on est à cet endroit-là, oui. Oui, par rapport à cette question tout à l'heure sur ce que donne le bénévole, je voulais juste compléter.
parce qu'il me semble que le bénévole, il offre cette sensibilité, cette écoute dont vous avez parlé, mais au-delà de ça, même s'il n'est pas là pour se raconter, quand devant lui, il a un malade qui pose des questions, ben, il s'ouvre un peu et il répond personnellement sur ce qu'il fait, ce qu'il est. Parce que je trouve que sinon, il y a ce déséquilibre qui ne serait pas juste et qui ne permet pas une relation de confiance. Après, voilà, il est peut-être moins... Il développe moins que le malade peut le faire. Mais quand même, il y a quand même un équilibre à trouver entre donner un peu de soi et se livrer un petit peu. Et en marchant, je vais commenter aussi. J'aime beaucoup, vous savez, la définition de la sollicitude chez Paul Ricoeur, où il dit que la sollicitude, c'est une façon de donner et recevoir. Mais il ne dit pas comment donner, comment recevoir. Mais c'est plus une attitude. Donc ça ne veut pas dire qu'on donne de la même façon que la personne donne, mais quelque chose. Mireille. Bonjour, je m'appelle Mireille, je suis responsable des bénévoles à Jeanne Garnier. Je voulais juste réagir à la formulation de votre question quand vous avez dit que les gens se mettaient à nu. Et moi, j'ai l'impression que dans la manière d'écouter, c'est la manière d'écouter qui fait que ça va être ou une mise à nu, ou dans ce que j'ai entendu, c'est plutôt convoquer la personne à réinvestir ce qu'elle est et qui elle est, et donc plutôt à s'habiller qu'à se dévêtir. Parce que le fait d'être écoutée, d'être accueillie avec ce qu'elle est, de pouvoir nommer ce qui fait mal, en fait, ça ne la met pas à nu, ça la permet de ne pas être seulement le malade en train de mourir, mais une personne avec son histoire qui réinvestit son histoire à ce moment précis, quoi. Donc c'est juste par rapport au fait d'être mis à nu, moi ça ne me convient pas trop ce mot, je dirais plutôt le contraire. On retrouve le pallium de soins palliatifs, le manteau qui habille. Surtout qu'on n'est jamais dans une injonction à tout dire. Et puis c'est très impressionniste. Il suffit de passer le jour où il fait beau, eh bien ça va teinter le récit, alors qu'une heure après, s'il y a un téléphone avec une mauvaise nouvelle, eh bien ça va donner une autre direction. Donc c'est vrai c'est plutôt permettre à l'autre, encore une fois, oui, de s'habiller, comme on le disait, d'habits de lumière. Je m'appelle Cathy, je suis aide-soignante en soins palliatifs à l'hôpital de Bligny. Enfin, vous n'étiez pas là ce matin, je me présentais. C'est super joli tout ce que vous avez raconté. On a aussi des bénévoles. On n'a malheureusement pas de biographe hospitalière. Franchement, je ne connaissais pas. Ça va venir. C'est vrai. Je ne connaissais pas. Je suis vraiment... je ne savais même pas que ça existait, en fait. Vraiment que vous existiez. Mais c'est vraiment une super bonne idée. On a une harpiste, par contre, qui transmet, du coup, un peu de sa musique. Elle rentre dans toutes les chambres. Et c'est vraiment génial parce que du coup, elle nous dit qu'il y a une belle transmission entre elle et le patient avec sa musique. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, c'est... » Voilà, ils sont très contents d'avoir ça avant de mourir, quoi. Et pour ce que nous, on transmet, donc voilà, on transmet les soins, on transmet le confort, le bien-être, la bienveillance. Et... j'oublie pas une phrase que m'a dit une proche d'un patient qui est mort chez nous. En fait, voilà, quand on vient chez vous, on pense voir la mort, et en fait, vous y amenez la vie. Voilà. C'est tout ce que je... Merci. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, tous ces récits, tout ce qu'on a entendu. Je voudrais juste rebondir sur un point que vous avez soulevé, qui est celle de qu'est-ce que vous apportez. Je trouve qu'il y a quelque chose d'une forme de dignité. Alors, mourir dans la dignité, voilà, je pense que c'est la vraie façon de mourir dans la dignité, qui est celle-là, de redonner de la dignité. Valéria, tu disais effectivement des récits qui peuvent sauver la vie. Sauver la vie, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose se joue.
Et il me semble que ce qu'on a ressenti, ce que peut-être j'ai ressenti, ce qu'on a tous ressenti, c'est que ce que vous apportez avant tout, c'est la question de la présence. Et la qualité de la présence, la qualité de l'écoute, mais la qualité d'une présence, la qualité d'une présence humaine. Et il y a des présences saturées, des présences encombrées, des présences qui prennent trop de place. Et puis, il y a des présences qui sont capables d'attirer, de recevoir, de prendre sur soi ce que tu disais Valéria, ce que tu disais Lucille, quelque chose qui se dit d'une personne qui sent bien qu'à ce moment-là se joue quelque chose. Et ça m'a fait penser effectivement, et donc Lucille avait essayé de dire qui elle était, le tiers neutre, le tiers externe, le tiers médiateur. Toi pareil Valéria, tu parlais de ça. Ça me faisait penser à une autre chose, comme je sais que Valéria est assez imaginative. C'était la question du métal conducteur. Tu sais, quand on met comme ça, quand on met une casserole sur une plaque qui ne conduit pas, ça ne marche pas, rien ne chauffe. Donc il y a quelque chose qui est une forme de présence conductrice où quelque chose se transmet. Ça me faisait penser à ce que disait Lévinas quand il disait la seule chose que l'on peut faire face à tout cela, c'est dire, et c'est une injonction juive et une injonction des soins palliatifs, me voici. Et me voici, ça veut dire je suis là. Là, et donc la qualité de la présence, c'est ça qui fait toute la différence par rapport à tout le reste. Et quand on pense, et j'en terminerai là, mais quand on pense à tous ces débats stratosphériques sur la liberté, aujourd'hui, et qui laisserait supposer qu'on puisse effectivement donner la mort d'une façon ou d'une autre, entendre cela, c'est-à-dire cette qualité d'écoute, cette qualité de la transmission, cette qualité de capacité à pouvoir recevoir une parole, une présence, et puis, ce que tu fais Valéria, de recevoir aussi une vérité, une part de vérité, la part de vérité qui sauve et qui fait vivre, je trouve que là, on se dit, bah merde, il faut préserver tout ça absolument. Voilà, merci. Merci, tu es un ambassadeur exceptionnel. Et tu sais, ce que j'aimerais aussi peut-être dire, c'est que parfois on oublie qu'on est vraiment dans un mouvement intérieur et jusqu'au bout, on est dans ce mouvement intérieur. Tu sais, quand je dis le livre peut sauver, eh bien même, il peut sauver de l'envie de mourir, il peut sauver d'une angoisse, la dernière heure, il peut, bien sûr, parce que c'est entouré par toute une équipe, hein. C'est une démarche qui n'aurait pas de sens si elle n'était pas accompagnée par tout un service. Mais je te rejoins dans le sens où jusqu'au dernier moment, il y a quelque chose qui se remet droit. Tu parles de dignité et je te rejoins tellement. Merci de souligner la présence. Je suis. Et puis, moi, je rajouterais juste que cette présence, elle est aussi ce qui fait que ces patients font encore partie de la société. Donc c'est vraiment donc par rapport à la prise en charge sociale, c'est ça, c'est être encore jusqu'au bout, faire partie de cette société, et donc c'est à nous d'en répondre. Et donc c'est la réponse que chacun de nous essaie d'apporter. Alors, 2 questions, une pour Valéria et une pour Agatha. Pour Valéria, c'est vous arrive-t-il que des livres ne soient jamais récupérés, et dans ce cas, qu'en faites-vous? Et puis pour Agatha, c'est de redonner la définition de la sollicitude. La sollicitude pour Ricoeur, ce qui est original dans sa pensée, c'est qu'il met de la réciprocité dans la définition de la sollicitude. Il dit c'est pas comme la pitié ou la commisération. Dans la pitié ou la commisération, il y en a un qui a quelque chose qu'il va donner à quelqu'un qui n'a pas. Il y en a un qui possède ou qui a un pouvoir et l'autre qui est dans le besoin. Et donc ça crée une relation asymétrique.
Alors que dit-il dans la sollicitude? Il y a du donner et du recevoir des deux côtés. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit la même chose et qu'on donne la même chose. Ça ne veut pas dire que, pour l'exemple là, ça ne veut pas dire que le bénévole nécessairement va raconter sa vie parce que quelqu'un lui raconte sa vie. Mais ça veut dire par exemple que ce que tu décrivais, c'est ce que tu donnes, c'est toute ton ouverture, tous tes sens qui sont ouverts. Ça, tu le donnes, ce qui rend possible que tu reçoives. Mais la personne que tu visites, elle reçoit ton ouverture. Donc voilà, il y a un mouvement de réciprocité. Je trouve que c'est une très belle définition. Et Ricoeur, pour illustrer son exemple, il parle de la toute fin de vie et de l'image, malheureusement qui est devenue un cliché, des deux mains qui se serrent à la toute extrémité de la vie. Et que dans ce geste des deux mains qui se serrent, il y a le donner et recevoir qui est présent des deux côtés. Merci. Et pour répondre sinon à la question du chat, il y a des récits que l'on nomme orphelins. Effectivement, par exemple, et c'est ainsi, un époux qui perd sa compagne et parfois je le croise, Chartres est une petite ville et il ne vient jamais chercher alors que c'était un couple très uni. Il y avait... Enfin, ça se sent, il y avait vraiment une belle communion entre eux. Et il ne vient pas chercher le livre et il ne le demande pas. Et un jour, je le recroise, je ne dis jamais rien. Il me dit, Valéria, je ne viendrai pas chercher le livre de mon épouse. Bon. Et il a besoin de me donner une explication. Il me dit, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je pars vivre dans le sud. Vous savez combien j'aime ma femme. Mais là, je suis dans une phase de reconstruction. Je ne peux pas, c'est une question de survie, pratiquement. Enfin. Et c'est ainsi qu'effectivement, il y a des récits qui restent orphelins. Une dernière question. Bonjour, je suis infirmier à la maison médicale. J'avais... Ah, il faut que je parle plus fort, ok. C'est bon. Vous disiez tout à l'heure que la peur de certains patients, ce n'était pas la mort biologique, c'était finalement la peur de l'oubli. Finalement, quand on répond à ce besoin par l'écoute ou par le fait de retranscrire finalement tout son récit de vie, même si on ne vous caractérise pas en soi comme soignant, que ce soit bénévole, ou alors là, dans le cas de votre métier de biographe, vous répondez quand même à un besoin essentiel et ça pourrait presque être considéré comme un soin en soi. Alors là, je n'ai pas de voix. Vous voulez que je vous dise pourquoi? La première fois qu'un médecin m'a dit « mais c'est un soin et tu es soignante », j'ai vraiment ri. J'ai ri, j'ai dit « mais non, enfin, évidemment que je ne suis pas, j'ai pas fait d'études, je suis linguiste, j'ai pas fait d'études, je suis pas du tout comme mes collègues, j'ai pas ces capacités. Moi, la seule chose que je puisse faire, c'est réchauffer les poches de sang sur moi, parce que dès que je vois sinon une aiguille, c'est même pas la peine. C'est la seule chose qu'ils peuvent me demander. Par contre, et je peux le dire, j'ai rendez-vous là avec Madame Agnès Firmin-Lebaudot, parce que on tente d'aller vers la reconnaissance d'un nouveau soin de support. Parce qu'à force que mes collègues me disent « mais Valéria, attends, ça rentre dans le parcours de soins ». Le médecin, voilà, il n'arrête pas de dire c'est simple et efficace, enfin il faut y aller. Donc merci de, comme dernière question, mais c'est juste merveilleux pour la démarche et puis pour nous tous, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est parce que vous, en tant qu'infirmier, vous avez cette vision et qu'on peut partager cette vision que l'on avance et que l'on est optimiste, on ne lâche rien. Merci beaucoup.